Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour ou rebonjour, puisque nous voilà dans la deuxième partie de l'émission que nous avons commencé à enregistrer dimanche 4 juillet, qui était donc notre 200e émission, enregistrée en public à l'école alsacienne. Et selon la tradition de nos émissions en public, la parole est maintenant à la salle pour un échange avec la tribune qui est spécialement abondante aujourd'hui pour cette 200e, puisqu'on y trouve Nicolas Bavrez, Jean-Louis Bourlange, David Jays, Marc-Olivier Padis, Lucille Schmitt, Richard Verly et Lionel Zinsou. La première question, monsieur, ou remarque, ou intervention, ou contestation. Pour prolonger vos exercices de prospective 2022, j'aimerais vous entendre sur le télé-évangéliste Éric Zemmour. Je ne sais pas qui veut répondre à cette question sur Éric Zemmour, ses pompes, ses œuvres et sa candidature. Moi, je veux bien dire un mot. Alors, Lucille voudrait parler d'Éric Zemmour. C'est un homme qui séduit les femmes. Je ne serai pas la seule à dire un mot, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que le lendemain du deuxième tour des élections régionales, me rendant au bureau, qui se trouve près du boulevard Saint-Germain, je suis tombée sur des affiches d'Éric Zemmour en nombre qui avaient été collées dans la nuit. Et j'ai brutalement réalisé, moi qui sans doute ne regarde pas assez la télévision, combien il y avait un comité de soutien qui n'était pas seulement ceux que je rencontrais et qui me disaient « j'adore écouter Éric Zemmour ». Et donc là, ça a pris une espèce de caractère profondément concret et totalement révoltant. Et donc, comme on est dans l'époque, j'ai diffusé cette photo en disant « mais tu te rends compte, il faut se mobiliser ». Et je pense que la question du troisième homme ou de la troisième femme, ou je sais pas quoi, que la question de Marine Le Pen et de la façon dont ses idées sont reprises par les autres et dont, au fond, elle n'est plus seule, est importante. Je ne crois pas qu'Éric Zemmour va gagner la présidentielle, mais je crois que ça cristallise, que c'est une métaphore, quelque part, de la manière dont la diffusion des idées du Rassemblement national se produit aujourd'hui, notamment à travers les médias. Moi, j'ai toujours, par exemple, été extrêmement défavorable à l'idée de cette normalisation, du fait que maintenant, il fallait mettre le Rassemblement national au même niveau que les autres, sans davantage contester ses idées. Et je crois que ces affiches d'Éric Zemmour qui ont fleuri dès le lendemain du second tour illustrent quelque part le point où on est arrivé et le fait qu'il faut réagir avec beaucoup de force dans le cadre du débat d'idées. J'ajoute que, comme on l'a dit ensemble, les électeurs ayant déserté Marine Le Pen lors de ces régionales, ça ne signifie pas que si on reprend le ton polémique, ils ne reviendront pas. Et donc le sujet, c'est qu'Éric Zemmour, quelque part, porte la protestation et la polémique que sans doute Marine Le Pen va reprendre maintenant. J'ai vu les mêmes affiches que toi, mais d'ailleurs, j'ai pas eu la même réaction. J'ai éclaté de rire. D'abord parce que j'ai eu l'impression qu'il essayait de se faire photographier pour avoir l'air d'être un playboy, et peut-être que la matière première n'était pas là pour pouvoir, comment dirais-je, accréditer cette supercherie. Puis la deuxième, c'est qu'immédiatement après, je me suis dit, mais il ressemble pas à Alain Delon, il ressemble à Gargamel, vous savez, le sorcier des Schtroumpfs. Et donc, voilà, du coup, j'ai ri, mais j'ai eu tort, peut-être. Nicolas Bavrez. Donc, visiblement, l'opération... Éric Zemmour avait préparé assez méthodiquement sa candidature et je crois que c'est la conséquence directe de ce qu'on a expliqué, c'est-à-dire la désintégration très grande aujourd'hui du système des partis qui fait que il y a de l'espace qui s'est libéré pour les aventures personnelles. D'ailleurs, d'une certaine manière, Emmanuel Macron en avait fait la démonstration en 2017. Et surtout, le problème maintenant, le problème de Marine Le Pen avec une crédibilité qui est affaiblie et par ailleurs un discours de normalisation qui a rouvert un espace à une droite extrêmement dure sur les problèmes notamment d'immigration et de sécurité, ce qui est le créneau d'Éric Zemmour. Donc Éric Zemmour va être un problème supplémentaire pour Madame Le Pen dans l'année qui vient. Quelqu'un d'autre? David Jays. Alors moi, je ne partage pas du tout le sentiment qui vient d'être exprimé sur les liens entre Zemmour et le Rassemblement national. Moi, je pense que le phénomène Zemmour est à la fois plus insignifiant politiquement, mais plus important culturellement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, depuis une dizaine d'années, répète avec une extrême constance
des thèmes qui sont extrêmement cohérents, et il a même ce mérite, étant le fils à la fois de Gramsci et d'Alain de Benoît, d'avoir compris ce qu'était la métapolitique, c'est-à-dire cette capacité à relier chaque fait divers, chaque sujet d'actualité, à une même matrice, c'est-à-dire cette interrogation sur l'identité malheureuse de la France. Absolument, c'est une forme d'intersectionnalité culturelle. Je pense ce que tu dis sur le fils de Gramsci et d'Alain de Benoît me fait penser qu'on ne devrait pas autoriser la procréation assistée. Je pense qu'il apprécierait le compliment. Et d'une certaine manière, moi, il me fait beaucoup penser à une figure américaine qui est Roger Stone, qui était à la fois un grand homme de médias, qui a beaucoup fait pour faire émerger Fox News dans les années 2000 et qui a été conseiller occulte de Donald Trump, bien qu'ayant quand même commencé sa carrière avec Nixon, et qui était l'un des penseurs de la majorité silencieuse. Et je crois que ça peut être une opportunité pour le débat public d'essayer de se structurer justement en projet de société et en vision du monde. Parce que Zemmour, il a un projet de société, il suffit d'écouter son homélie quotidienne, qu'on parle de trafic de cannabis, de Coupe du Monde ou de Coupe d'Europe ou de ligne de nuit de SNCF, c'est toujours relié au suicide français et à une vision métapolitique. Et je crois que c'est intéressant parce que ça doit forcer en fait le débat public à se hisser au niveau des projets de société, ce qu'il n'est pas aujourd'hui. Richard Verly. Oui, je suis assez d'accord avec David. Je pense que s'il est candidat, cela aura un mérite, c'est le mérite de la clarification. On va avoir une clarification à la fois sur le personnage lui-même, parce qu'il va être soumis, on peut l'imaginer, à une intense campagne d'examen. Les médias vont se pencher sur lui, en tout cas je l'espère, de manière détaillée. Donc clarification personnelle et aussi clarification du débat, parce que, comme vient de le dire David, il a des idées très arrêtées. Puis une troisième clarification, c'est à qui profite Éric Zemmour. Et je pense qu'on a tous compris quand même que cette nébuleuse qui est aujourd'hui autour de CNews, tout ce courant conservateur et médiatique, il profite à certaines puissances économiques. Et je pense que la question, elle doit être posée. La manière dont les chaînes d'information continuent de télévision caricaturent le débat politique, ce sont des questions qui doivent être posées aussi. Donc oui, Éric Zemmour, candidat. Tant mieux si ça aboutit sur cette clarification et peut-être que là on aura des surprises et que lui-même en aura, parce que je pense qu'il n'a de la politique que l'idée qu'il se fait de lui-même, et c'est beaucoup plus compliqué. Petite nuance sur ce que vous venez de dire l'un et l'autre. Je voudrais rappeler un dessin qu'avait fait Claire Breitsché en 1974 au moment de la campagne présidentielle. On voyait un couple un peu âgé qui était devant une télévision. Dans la télévision, il y avait Giscard. De la bouche de Giscard sortaient des logarithmes, des racines carrées, des additions, des soustractions de case en case, et le monsieur prenait des notes devant sa télévision, et à la dernière case, il se retournait vers sa femme et lui disait « il a tout faux ». Eh bien, j'ai eu l'occasion une fois d'entendre la totalité d'une intervention d'Éric Zemmour sur sa chaîne de télévision habituelle, et à ma surprise, il a cité Philippe Ariès, l'historien. Évidemment, c'est pas tout le monde qui, dans le débat public, cite Philippe Ariès. Il se trouve que j'ai fait ma thèse avec Philippe Ariès. Et il a présenté Philippe Ariès très bien, c'était très juste, voilà ce que Philippe Ariès a fait, voilà les livres qu'il a écrits, etc. Et ensuite, il s'est mis à faire dire à Philippe Ariès des choses que Philippe Ariès n'a jamais dites ni écrites. C'est-à-dire qu'il y a un système qui me paraît s'appuyer sur une autorité dévoyée, qui est en effet, il connaissait Philippe Ariès, et ensuite, il lui a fait dire absolument ce que lui avait envie que Philippe Ariès dise. Donc, j'en appelle, puisque je pensais qu'on parlerait autant d'Éric Zemmour, mais on croit toujours que de minimis notre curate prétor, mais curate apparemment, et d'autant que Jean-Louis va nous faire une brève sur Éric Zemmour qui n'a qu'à bien se tenir, parce que les brèves de Jean-Louis Bourlange, on les sent passer. Et donc, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Jean-Louis Bourlange. Oui, Éric Zemmour, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Le problème qui me pose depuis le début, c'est pourquoi a-t-il changé d'orientation politique ? Il était, quand je l'ai connu, c'était en 89, il était centriste, libéral européen, selon la formule, très européen, on a même très lié d'amitié avec des gens comme Nicole Fontaine, etc. Et à un moment, il a véritablement changé. Alors je dirais d'abord du bien d'Éric Zemmour. C'est un garçon qui est sympathique. Je le dis, je sais ce que c'est en politique que des gens méchants.
Les gens sont très souvent méchants, sont très souvent hargneux, sont très souvent jaloux. Lui, c'est un garçon auquel je suis en opposition. J'ai des débats de temps à autre avec lui. Je suis en opposition complète. Il n'a pas, et c'est un défaut d'ailleurs pour la présidentielle, il n'a pas du tout cette hargne profonde. C'est un polémiqueur intellectuel. Il est dans les idées, il est dans les préjugés, dans les absurdités, mais ce n'est pas quelqu'un de fondamentalement méchant. Je crois qu'il faut le dire. Moi, je suis toujours désarmé face à quelqu'un comme ça. Quand je vois le fameux discours qui lui avait mis en cause il y a 2 ans, où tous les principes qu'il défend sont complètement absurdes et assez pervers. Et l'homme... Alors, comment ça s'est fait? Alors moi, il m'a fait vraiment penser à l'enfance d'un chef de Sartre. Vous savez, c'est un type assez moyen. Alors, je ne dis pas que Zemmour soit moyen, hein, il a beaucoup de talent. Il croque très bien les choses. Quand il dessine, quand il fait son portrait des 3 jeunesses, la jeunesse bobo, la jeunesse délinquante immigrée, des faubourgs, etc. Et puis, la jeunesse rurale de ces pauvres types très gentils, dont il dit, c'est assez juste ça, qui n'ont pas de chance avec les filles, ils ne savent pas parler aux filles, etc. Il décrit très bien un certain nombre de choses. Il a du talent, plus de talent que de vraie culture, parce que sa vision de l'histoire de France est à base de stéréotypes. C'est d'ailleurs en ça qu'elle plaît à la bourgeoisie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'enfance d'un chef, le gars, à un moment, dit, ça lui échappe, « Ah ben les Juifs ». Et à ce moment-là, se constitue une popularité autour de lui. Il a un discours, il a des troupes, et c'est ça qui s'est passé avec Éric Zemmour. Il a dit en fait... il a dit quoi au départ? Il a dit d'abord à bas les femmes. Ça, c'est vraiment il tient un discours sur la condition féminine qui est complètement dingue, qui est que l'origine du mal français c'est le fait, par exemple, d'avoir renoncé à l'autorité du père de famille dans la famille. Et il a énormément travaillé là-dessus, etc., répété. Donc, il s'est décroché sur un thème très fondamental et très fédérateur pour nous tous. Et à ce moment-là, il a vu qu'il capitalisait, grâce à son talent, grâce à sa vivacité, sur un certain nombre. Et donc, c'est une force qui va, à partir de ça, il a des tirages absolument fabuleux, qui, moi, quand j'écris un bouquin, c'est 3-4 000 exemplaires ou des choses comme ça. Nicolas, c'est beaucoup mieux, évidemment. Mais c'est parce que j'écris des trucs qui n'intéressent que moi, en réalité. Parce que quand il y a 2 façons d'écrire. On écrit pour soi, pour essayer de comprendre ce qu'on pense, qui est toujours très difficile. Pour ça que je parle longuement. Et lui, ou alors on écrit pour dire aux gens ce qu'ils savent déjà qu'ils pensent. Et Zemmour a trouvé qu'il y avait un public. Mais où est-ce que ça va le mener? Je crois que ça va le mener à bien vendre son livre. Mais je serais très étonné que ça le mène jusqu'à la présidentielle. Il n'est absolument pas fait pour tout ce il n'est pas assez méchant, il n'est pas assez organisé, il n'est pas assez clair, il n'est pas assez populaire. C'est un bel esprit d'extrême droite maintenant, qui professe des idées un peu particulières, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui, de ce point de vue-là, a un grand succès d'estime. Alors évidemment, il va profiter de l'affaissement de Madame Le Pen, et de ce point de vue-là, ça sera quand même un concours objectif pour la droite classique, parce qu'il va diviser les voix de l'extrême droite, et ça permettra peut-être de nourrir un peu plus les voix de la droite classique, type Bertrand, etc. Voilà comment je vois la chose. Une autre question en haut. D'abord, merci pour toutes vos belles émissions. J'ai une question concernant les élections régionales. Et je voudrais vous demander si vous n'avez pas l'impression que la victoire dans ces élections régionales n'a pas été tout simplement la victoire des apparatchiks. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que la société civile a été particulièrement mal représentée dans les élus sur ces scrutins de liste qui pourraient normalement leur donner une certaine place? Et par rapport à l'évolution donc vers plus d'écologie et ce courant qui, a priori, transcende tous les partis,
Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi on a eu cette impression lors de ce scrutin d'avoir une liste écologique qui voulait se faire sans les chasseurs, sans les seniors, sans les riches, sans les personnes des villes, sans les personnes des campagnes et surtout sans les voix de droite ou sans les voix du centre? Quelqu'un, des éclaircissements, Jean-Louis, Lucile. Lucile, vas-y. Moi, en un mot, je crois que l'une des forces de l'écologisme, c'est le clivage générationnel. Je crois que là, ce qui domine en partie la vie politique française, c'est l'écart entre les gens qui seront morts dans 25 ans, moi, quelques autres, et les gens qui vivront après. Et on a actuellement un raidissement, une tension, une opposition, et les écologistes, comme le candidat écologiste de Paris, jouent sur cette différence en mobilisant ce conflit générationnel. C'est pas très très brillant, mais c'est certainement une force profonde dans la société française aujourd'hui. Moi, je vais dire juste deux mots. Victoire des apparatchiks, il faut savoir que quand il y a une très faible mobilisation, le fait d'avoir des réseaux locaux et d'être sortant joue. C'est-à-dire que vous avez des gens qui iront voter pour vous. Il faut quand même le dire. Moi, j'ai participé à beaucoup d'élections. C'est comme ça que ça se passe. Face aux sortants, on n'a pas de chance si l'abstention est très forte. Donc, victoire des apparatchiks, surtout victoire des sortants. Ça, c'est un point. Voilà, c'est pas des apparatchiks, c'est des gens qui sortaient, qui étaient élus sortants. Ils avaient leur réseau, ceux auxquels ils ont rendu service, ceux auxquels ils ont procuré un emploi. Il y a des dispositifs. Après tout, c'est le système, et on va pas le critiquer d'une manière absurde. La deuxième chose par rapport à la question écologique, c'est qu'il y a un sujet de maturité effectivement des écologistes politiques, qui aujourd'hui, Jean-Louis le dit, il joue davantage sur le clivage générationnel. Il faut savoir que le clivage générationnel ne se reconnaît pas dans les institutions non plus. C'est là où il y a un problème de vote. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans les institutions ne prennent pas assez garde à ceux qui n'y sont pas, et notamment à la question de la manifestation, à la question de la pression culturelle, à la pression sur les entreprises, etc., qui jouent et qui donnent le sentiment à ces jeunes d'être beaucoup plus efficaces qu'en allant voter. Mais réciproquement, ces jeunes n'accordent pas assez d'importance au fait que si on ne vote pas, on va laisser élire des personnes qui ne porteront pas vos idées. Donc je crois que c'est aussi une question où deux univers ne se rencontrent pas, ceux qui sont contre les institutions et ceux qui sont dans les institutions. Puis pour terminer, je crois qu'effectivement, il y a plusieurs projets écologistes, et je crois que lorsqu'on veut accéder au pouvoir, il faut clarifier la relation qu'on a par rapport à la question des inégalités, à la question économique, etc. Ce n'est pas en disant qu'on est vert qu'on résout la question du projet politique que l'on porte. Et ça, c'est quelque chose qui est devant nous, pas seulement du côté des Verts, mais aussi de l'ensemble des acteurs politiques. Lionel Zinsou. Alors, moi, je pense qu'on a dit collectivement deux choses très singulières, probablement tout à fait controuvées, et qu'il est donc le temps dans ce bada de le dire. Donc, Lucile a parlé de bourrasque verte. Et nous avons eu un coming out de Jean-Louis, où il est devenu le prophète de la transition écologique et de la victoire inéluctable, puisque générationnelle, des Verts. Alors, la gauche a amélioré son score quand elle ne s'est pas alliée aux Verts. Donc déjà, la bourrasque verte, ce sera une bourrasque isolée, une tornade traversant la campagne, mais associée à la gauche, elle a fait régresser. Alors, on en avait eu une petite idée, comme M. Jadot s'ajoutant M. Hamon, on avait divisé par 3 le potentiel de voix initial dans les sondages. Donc, faisons attention. Deuxième chose, des écologistes, il y en avait partout. Il y en avait de très crédibles sur la liste de Mme Pécresse. Il y avait des écologistes en rupture de banc de l'écologie dans les listes non associées aux Verts dans la France du Sud. Monsieur Macron, il a un formidable écologiste, monsieur Pascal Canfin, qui était numéro 2 sur la liste des européennes, qui est aujourd'hui président de la commission du Parlement européen sur l'environnement. Je veux dire, des écologistes, ils sont pas seulement divisés entre eux, ils sont par ailleurs dispersés dans beaucoup d'autres partis. Donc, il n'y a pas de bourrasque. Pour l'instant, il y a conséquence de la transition nécessaire du climat, une volatilité des précipitations, je veux dire, absolument extraordinaire. Ce qui se passe dans le mouvement écologique est vraiment absolument confondant.
Deuxième remarque, nous ne parlons que d'affaissement de Madame Le Pen. Les gens qui passent dans les sondages, enfin dans les élections, du tiers des électeurs à 48% d'intention de vote, même s'ils n'incarnent plus la protestation, même s'ils laissent une large place à la colère exprimée à travers M. Zemmour, enfin, les gens qui atteignent 48% d'intention de vote dans les élections présidentielles sont tout sauf des gens en train de s'affaisser. Donc, moi, je crois qu'il faut faire un tout petit peu attention. Nous décrivons des écologistes en pleine progression, qui sont l'avenir, parce que malheureusement, nous n'avons pas 25 ans, mais la génération des 25 ans va les conduire au succès, et nous décrivons une Madame Le Pen qui n'existe plus, mais n'existe plus à 48%. Et donc, je voudrais faire un tout petit peu attention pour répondre à votre question, à ne pas avoir une conception trop subjective comme cela des vrais résultats qui s'expriment dans les sondages. Nicolas Bavrez. Peut-être juste d'un mot pour essayer de regarder un peu au-delà de des frontières, là encore. Rappeler qu'il y a une comparaison à faire avec l'Allemagne. Finalement, l'écologie en France aujourd'hui, elle reste extrêmement... elle est organisée en secte avec des activistes, effectivement, avec des gens qui n'ont pas intégré la conquête du pouvoir et qui sont brouillés à la fois avec l'économie, avec la société, avec la République, ce qui fait quand même beaucoup. Mais en Allemagne, c'était un peu la même chose. Aujourd'hui, on verra ce que nous réservent les élections législatives de septembre. Mais en tout cas, l'écologie en Allemagne, qui était aussi à l'état de secte, elle a exercé le pouvoir dans les Länder avec des coalitions diverses. Et aujourd'hui, elle est prête à participer à une coalition qui gouvernera peut-être l'Allemagne. On verra si c'est le cas ou non, mais en tout cas, il y a eu ce cheminement. Pour l'instant, il faut bien reconnaître qu'en France, on part de très loin, mais ce qui s'est passé en Allemagne va un peu dans le sens de ce que disait Jean-Louis Bourlanges. Est-ce que ça prendra, comme en Allemagne, 3 générations, ou est-ce que ça ira plus vite en France? C'est vrai que c'est un peu douteux que ça aille public, parce que par ailleurs, les deux systèmes sont extrêmement différents. Le système culturel, système politique, et l'espèce de... contrairement à ce qui est dit beaucoup, je pense que un des pires travers de la vie politique française, c'est la fascination pour la radicalité et la violence. Et malheureusement, les écologistes, là-dessus, ne sont pas sortis de cette maladie infantile. Et je pense qu'ils seront rattrapés très longtemps par ce biais ou ce tropisme pour la radicalité qui empêche d'accéder au pouvoir. Et si on y arrive, qui empêche de l'exercer. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je crois que Lionel a tout à fait raison de nous appeler notre attention sur le fait qu'il ne fallait pas faire prévaloir des interprétations subjectives. Et notamment, je l'invite à ne pas faire prévaloir une interprétation subjective et personnelle des propos de Lucie ou de moi, parce que je crois qu'on n'a pas du tout dit, ni l'un ni l'autre, ce qu'il a entendu. On a parlé effectivement de Bourrasque, Lucie a parlé de Bourrasque, moi j'ai dit simplement qu'il y avait des évolutions qui étaient très intéressantes à observer. J'ai tenu à dire que ça n'aurait sans doute aucun effet décisif sur la prochaine élection présidentielle, mais que ça n'empêchait pas que ce soit à terme un clivage très fondamental dans la société française, parce que c'est véritablement porteur d'un projet à caractère alternatif, alors que le projet de Madame Le Pen est pour l'instant plutôt un projet à caractère intensif. Il s'agit d'intensifier un certain nombre de choses en matière de sécurité ou d'autres, et c'est donc quelque chose de tout à fait différent qui n'apaise pas la volonté de ceux qui veulent changer les choses. Sur la progression, alors je ne parle pas des Verts qui sont ailleurs que dans les listes vertes, mais sur les listes vertes, il faut quand même partir de l'idée que les Verts nous ont montré, depuis les municipales, mais un véritable festival. Nous avons eu l'interdiction de faire la fête à Noël avec un sapin. Nous avons eu l'interdiction de faire la fête avec le Tour de France en été. Nous avons eu l'interdiction de rêver à des avions. Nous avons eu l'idée à Paris que véritablement, il n'y avait rien de plus dangereux que l'hétérosexualité. Nous avons eu à Strasbourg l'idée qui est quand même très très intéressante que notre projet devait faire la place aux punaises de lit et aux rats.
parce que ces petites bêtes n'avaient pas de solution alternative. Donc, quand on part aux élections avec ce cocktail de bêtises, etc., et qu'on ne s'effondre pas totalement, c'est bien c'est comme la séduction par le vinaigre d'Alceste, c'est bien qu'il y a un mouvement très profond derrière. Or, je repère que les Verts sont passés de 7 à 15%. Alors, ce qui est intéressant, on est en train, j'en discutais avec mon ami Jérôme Jaffray hier, on est en train, et je termine là-dessus, de regarder, mais il a le sentiment que, en réalité, les Verts réussissent bien tout seuls. Quand ils fédèrent, en réalité, leur propre électorat, par intégrisme, répugne à une alliance avec le Parti socialiste qu'ils estiment adultérante. Enfin, ça nuit à leur chose. Et donc, ils sont dans une attitude d'intégrisme. Et le déclic qui pourrait se produire, mais ils n'en prennent pas le chemin, le déclic qui pourrait se produire, c'est s'ils avaient un candidat, je pense par exemple à M. Jadot, s'ils avaient un candidat qui serait capable de vraiment franchir une nette différence de 3-4 points avec la gauche socialiste, à ce moment-là, ils prendraient une position hégémonique et sans doute les forces de gauche se remettraient dans un ordre différent. Mais on n'en est pas là. Simplement, je suis convaincu, en lisant le rapport du GIEC et en voyant ce que nous pensons les uns et les autres et ce que pensent les jeunes générations, que ce clivage-là va dominer tous les autres dans les 20 années qui viennent. Je tiens à dire que la punésophobie dont Jean-Louis a fait preuve n'est pas du tout représentative du nouvel esprit public. David Jace. C'est toujours bien de prendre ses précautions. Moi, je souscris assez à la prophétie de Jean-Louis en réalité, parce qu'en politique, il faut sortir un peu de l'écume des choses, des résultats, des sondages, même si parfois le court terme peut durer, parce que les déclarations grotesques auxquelles il était fait référence, elles peuvent faire perdre 20 ans aux écologistes en France. Elles peuvent faire perdre 20 ans. Mais vous savez, Machiavel disait la politique, c'est l'art de faire du 1 à partir du 2. C'est-à-dire que dans une société, il y a toujours deux affects contradictoires, ce que lui appelait des humeurs. Il y a de la place, il y a du temps de cerveau disponible pour 2 grands récits. Il n'y a pas du temps de cerveau disponible pour 40 grands récits. Et moi, je crois que si on regarde à long terme, alors je ne sais pas si ça sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, il y a 2 grands récits qui sont en train de se structurer, qu'on voit dans toutes les sociétés industrielles ou post-industrielles. C'est d'un côté une droite identitaire, qui se replie sur l'État-nation, qui est inquiète, qui veut préserver une identité menacée par la mondialisation, etc. Et de l'autre, c'est évidemment un discours écologique qui devra être pragmatique, rationnel pour agréger. Et je vais sans doute faire avoir une crise d'apoplexie à Nicolas, mais je pense que le libéralisme politique va devenir une force supplétive de ce discours écologique, rationnel et pragmatique, ou plutôt qu'il va y avoir une hybridation entre les deux, parce que, encore une fois, dans une société, il n'y a pas de temps de cerveau disponible pour 40 récits de l'avenir. C'est à vous. Bonjour à tous. Merci pour cet espace de démocratie et la qualité de vos analyses. Quand on vous écoute, Jean-Louis, l'atomisation de la société, le manque de sens que vous avez tous soulevé, le besoin de reconstruction, ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est la question. Et peut-être une suggestion, vous Philippe, quand on voit quand même tous les esprits qui sont autour de cette table, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer au futur, proposer une plateforme de choix ou de propositions pour la prochaine élection présidentielle, pour tous les candidats ? Vous voulez dire un candidat du nouvel esprit public aux élections présidentielles. Philippe Meillard, président. Et faisons ça, oui. Philippe, président. Il serait temps, oui, absolument. Et puis vous allez voir ce que c'est que le despotisme éclairé. Et même éclairé faiblement. Cela dit, c'est ce que vous dites... c'est ce qu'on fait d'une certaine manière. Évidemment, on le fait à une échelle qui est celle d'un podcast. Mais l'idée, c'est quand même de faire en sorte qu'il y ait un débat qui est du contenu, qui est de la contradiction sans qu'il y ait de l'affrontement, au milieu d'un océan de débats de coq et d'émissions qui sont des émissions de confrontation, pas des émissions de conversation. Je ne crois pas qu'on ait les moyens de faire davantage. Alors, si ce qu'on aurait aimé mettre en place et que la pandémie a empêché, c'était d'essayer de reprendre, de multiplier les émissions en public, et notamment de le faire
en province où on sait qu'il y a beaucoup d'anciens auditeurs de l'Esprit public première manière qui ne savent pas qu'on est passé sur le truc. Et on pourrait se faire aider par la presse nationale. Malheureusement, comme dit le président de la République, ça coûte un pognon fou. Et on n'a pas encore les moyens. Alors, pour répondre à votre question de manière plus concrète, c'est précisément ce à quoi je m'attelle depuis qu'on a pu reprendre une vie normale, en espérant qu'au mois de septembre, il ne faudra pas se replier sur des semi-confinements ou des choses de ce genre. C'est à essayer de trouver des financements spécifiques pour ces émissions en public. C'est pas si simple que ça. Parce que ceux qui peuvent donner ces financements, soit le font parce que c'est leur intérêt. Donc là, vous avez pu entendre qu'avant chaque émission, ces derniers temps, il y avait une sorte de publicité, enfin de réclame plus que de publicité pour une compagnie d'assurance ou pour une grande école commerciale. Mais eux, ils achètent un temps d'antenne d'une émission qu'ils considèrent comme étant une émission haut de gamme, avec un public haut de gamme, etc. Bon, c'est tant mieux et merci à eux, mais c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal et ce que je cherche, ce sont des financiers, enfin des gens qui subventionneraient précisément des émissions en public aussi bien à Paris, dans la région parisienne, qu'en province. Bon, voilà, pour le moment, on en est là. Il y a aussi une chose qui, je crois, est importante et qui est remarquée notamment par les populations, là pour le coup les plus jeunes, c'est le compendium, le compte-rendu analytique des émissions que vous pouvez trouver sur notre site. Qui est un moyen pour ceux qui ont assisté à l'émission de retrouver certaines choses qui les intéressent, pour ceux qui n'y ont pas assisté de se faire une idée de ce qu'il y a dans l'émission pour éventuellement aller la voir, et qui est un moyen pour les étudiants ou pour ceux qui réfléchissent à un sujet ou à un autre de trouver dans ce qu'on a dit, dans les thématiques, mais aussi dans les émissions d'actualité, ce contenu différent. Je pense par exemple à la semaine dernière, l'émission, si vous l'avez écoutée ou si vous la réécoutez, dans son analyse de l'abstention était extrêmement différente de ce qu'on a pu entendre un peu partout et proposait aux gens autre chose que cette espèce de mélange de discours affolés et affolants et en même temps de façon de battre sa coulpe en essayant de montrer de quoi il s'agissait. Voilà ce qu'on peut faire. À part ça, candidat à la présidence de la République, oui, bon, on va écouter. On va essayer de rassembler les 500 signatures et puis après on en reparle. Y a-t-il une autre question ? Je rappelle quand même qu'on a un candidat parmi nous à la présidence de la République qui est Lionel Zinsou. Oui, alors on appelle ça un candidat malheureux. Bon, moi j'étais un candidat heureux, mais voilà, malheureux. C'est vous. David Jaiz nous a proposé un teasing tout à l'heure sur les voies et moyens pour ramener les jeunes, c'est-à-dire, si je comprends bien, les moins de 65 ans aux urnes. Est-ce que vous... Je vous prie d'être respectueux avec les gens qui sont jeunes depuis plus de 60 ans. Est-ce que vous auriez la possibilité de développer cette idée les uns et les autres ? C'est David qui veut absolument les jeunes, nous les jeunes. Moi, je vais vous dire, répondre simplement avec une phrase de mon regretté ami Pierre Desproges qui disait « J'aimais pas les jeunes quand j'avais leur âge, je vais pas m'y mettre maintenant. » David. Non, mais c'est vrai que je crois qu'il y a une perte de rituels républicains, comme il y a eu une perte de rituels chrétiens ou communistes, et que ça fait partie en fait de cette atomisation et de cette archipélisation de la société. Le meilleur moyen de repolitiser, ça reste quand même qu'il y a un vrai affrontement autour de projets de société. On a vu, pour moi, la dernière bonne élection présidentielle en France, c'est l'élection de 2007. D'ailleurs, c'est celle qui a enregistré un pic de participation historique, parce qu'on avait deux bons candidats qui avaient chacun des projets de société, et ils ont fait le plein au premier tour, chacun dans leur camp. Donc moi, je pense que le premier moyen, ça serait d'avoir une véritable élection qui va voir s'affronter des projets de société. Et là, de ce point de vue, la balle est un peu dans le camp d'Emmanuel Macron, parce que comme il est le sortant, c'est un peu autour de lui que va se faire le jeu. Donc on attend un peu de savoir de quel côté la pièce va retomber, et je dois dire qu'on n'y voit pas très clair. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'il pense, on ne sait pas trop ce qu'il va proposer. Il avait un projet en 2017 qui était plutôt pour moi de centre-gauche, d'ouvrir des opportunités, etc. On voit qu'il y a eu quand même une évolution au fil du quinquennat. Aujourd'hui, moi, je n'y vois pas très clair. Ensuite, je pense qu'il y a quelques propositions un peu techniques à faire. Je souscris assez d'ailleurs aux propositions du MoDem, qui est à mon avis le parti qui a le plus réfléchi sur cette question. Premièrement, je pense qu'on peut imaginer une sorte de deal
une sorte de deal où on rendrait, mais il faut ouvrir le débat, ça ne se fera pas comme ça, on rendrait le vote obligatoire, en contrepartie de quoi on pourrait faciliter les façons de voter, donc vote par correspondance, pourquoi pas vote électronique. Moi, ces arguments du ministère de l'Intérieur sur la sécurité des opérations me font rire. Je veux dire, aujourd'hui, on a des technologies de blockchain qui permettent de sécuriser sans aucune faille des milliards d'euros qui circulent d'un compte à l'autre. On ne peut pas sécuriser des opérations électorales. Et deuxièmement, je pense qu'il faut reconnaître le vote nul et l'abstention. Marc-Olivier Padis. Alors, je suis en désaccord à peu près complet avec ce qu'a dit David, ce qui vous montre que d'ailleurs qu'on n'est pas une plateforme, on n'est pas d'accord en fait entre nous autour de cette table. Et je suis même, mais je vais vous décevoir parce que je pense même que la manière dont vous avez posé la question, à mon avis, n'est pas la bonne. La question, c'est pas comment intéresser les jeunes à la politique. On a l'impression de savoir comment on fait rentrer des gens dans une boîte où ils n'ont aucune envie d'entrer. La question, c'est comment écouter ce que les jeunes disent aujourd'hui sur la politique. Et en fait, il y a plein de... Il ne s'agit pas de les politiser, il s'agit d'écouter ce qui les motive aujourd'hui. Et on voit très très bien que dans les jeunes générations, les 18-24 ans notamment, il y a deux sujets majeurs qui s'imposent, qui sont l'égalité des femmes et des hommes et la défense de l'environnement. Et donc, la capacité à prendre en compte, mais prendre en compte de façon sérieuse, radicale, ces intérêts, enfin, au sens d'intérêts qu'ils manifestent, c'est des questions politiques. Et donc, il n'y a pas à savoir comment les intéresser, c'est comment on leur laisse de la place et comment on les écoute. Et donc, la question, effectivement, c'est de faire sentir les enjeux d'une élection. C'est-à-dire qu'il y a les élections à enjeu. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'abstention, en fait. Hein. Si vous regardez, il n'y a pas de baisse tendancielle. Ça dépend des élections. Quand il y a un enjeu, y compris les jeunes se mobilisent. Après, sur les modalités techniques, on peut discuter. Moi, je suis plus convaincu par l'idée, par exemple, d'allonger le temps du vote sur une semaine. On peut passer à la mairie le matin avant d'aller au travail, le soir en rentrant, etc. Pas forcément le dimanche, etc. En revanche, je suis très réservé sur le vote électronique. Là, je veux dire, à Moscou, ils sont déjà en train de se régaler à l'idée qu'ils vont pouvoir venir perturber notre vote. Je ne pense pas du tout que la blockchain soit fiable. Et donc, le bon vieux bulletin dans l'urne qu'on peut recompter un par un, etc., quand on voit les mésaventures américaines où ils ne sont même pas capables d'assurer une élection correctement, ça laisse réfléchir quand même sur, disons, l'intérêt des bonnes vieilles techniques vérifiables. Richard Verly. Oui, peut-être d'abord une remarque. La politique a une chance énorme, c'est que les jeunes ne le resteront pas toujours. Donc ils vont vieillir et on peut penser que petit à petit ils s'y réintéresseront si tant est qu'ils n'y soient pas intéressés, ce que je ne crois pas du tout. Deux remarques sur les modalités. Je vais prendre un exemple que je connais, c'est l'exemple suisse. C'est pas un mauvais exemple en termes de démocratie. Le vote par correspondance, ça fonctionne très bien. Mettre son bulletin dans une enveloppe, l'envoyer, on maîtrise ça très bien et donc je ne vois pas pourquoi on n'adopte pas ce genre de système en France et ça faciliterait sans doute le vote. La deuxième chose, écouter les jeunes, c'est une chose, mais moi je ne suis pas du tout persuadé que les jeunes ont envie d'entendre les hommes politiques mimer leur comportement et mimer leur sujet. Je crois qu'effectivement, ils s'intéressent aux sujets généraux, qu'il faut simplement savoir les exprimer dans un langage qu'ils comprennent. Donc pour moi, c'est plutôt une question de langage qu'une question de centre d'intérêt. Lucille Schmitt. Oui, en deux mots. Moi, je rejoins évidemment Marc-Olivier sur ce qu'il a dit sur les deux sujets. Après, je crois qu'il y a une question aussi d'organisation de l'espace public. Tout à l'heure, j'avais essayé d'en parler. Et que dans toutes les campagnes électorales, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'en fait, on a le droit de dire n'importe quoi, de ne pas traiter des compétences, d'aller dans les chaînes d'information continue et que quelque part, le moment de la campagne électorale est un moment où les contenus s'effilochent, disparaissent complètement au profit de polémiques et d'affrontements. Et c'est en ce sens que tout à l'heure, votre intervention sur le fait de qu'est-ce qu'on pourrait faire, au fond, je ne sais pas si nous, on peut faire quelque chose, mais ça, c'est symbolique du fait qu'il y a quelque chose à faire sur l'organisation d'espaces de discussion et de débat où la question de la compétence, de la conviction et de l'incarnation soient toutes les trois ensemble représentées. Pourquoi est-ce que les jeunes aussi n'ont pas envie d'aller voter ? Parce que quelque part, la question du langage, la manière même de parler d'environnement ou d'égalité entre les hommes et les femmes sont des manières d'en parler qui ne leur correspondent pas. Et ils ont aussi le sentiment qu'il n'y a pas de sincérité. Donc je crois que cet enjeu, je ne suis pas en train de dire que c'est facile d'avoir un brevet de sincérité et de convaincre, mais en tout cas cette question de qui
va en parler, dans quel langage et dans quels espaces sont simultanément posés. Et je crois aussi qu'il ne faut pas, parce que les jeunes s'intéressent à l'écologie et à la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, oublier de leur dire que les institutions comptent, que le sujet de la lutte contre les inégalités est essentiel et que la question économique ne doit pas être négligée. C'est-à-dire qu'on doit s'adresser à eux, puisqu'ils ont le droit de vote, comme à des citoyens. Et donc, peut-être qu'aussi, moi, ce qui me frappe, il faut arrêter de séparer le monde des jeunes et le monde des moins jeunes. J'aimerais, en fait, trouver, excusez-moi, un Joe Biden français. C'est-à-dire qu'on puisse se dire, tiens, je vote pour quelqu'un qui a 78 ans quand je suis jeune. Merci Lucille de cette allusion à ma jeunesse. Il faut savoir terminer même un bada. Je voudrais le terminer avec un remerciement unique, enfin pas tout à fait unique puisqu'il concerne 2 personnes, mais Laurie Galigani pour Nouvelles Écoutes et Christian Sori pour l'École alsacienne, parce que le fait de les savoir aux manettes est pour nous une sécurité extrêmement agréable. Merci à tous et rendez-vous donc dimanche pour notre première émission thématique sur les rapports entre la France de François Mitterrand et le Rwanda du génocide.